Bonjour tout le monde. Mon nom est Pierre Brassard. Je suis le coordonnateur du regroupement des organismes pour hommes de l'île de Montréal. On vous souhaite la bienvenue à cette conférence midi qui porte sur la complexité du passage à l'itinérance chez les hommes. Donc, ce midi, nous recevons Philippe Benoît Côté, qui est professeur de sexologie à l'Université du Québec à Montréal, et Madame Sue-Ann McDonald, qui est professeure en travail social à l'École de travail social de l'Université de Montréal. Donc, on vous souhaite la bienvenue. La conférence est enregistrée. Après la conférence, d'ici la fin de la semaine, on va vous envoyer un petit courriel avec le contenu de la présentation, le PowerPoint. Après ça, l'enregistrement, puis un lien vers un sondage d'appréciation. Donc, on vous invite à remplir ce questionnaire-là là, qui va vous être transmis d'ici la fin de la semaine. On va prendre des questions à la fin de la conférence. Donc, retenez-les. Vous pourrez soit les poser à nos deux conférenciers ou soit les mettre dans la zone de clavardage, puis je pourrais les adresser soit à M. Côté ou à Mme McDonald. Donc, on vous souhaite une très bonne conférence midi, puis je cède la parole à M. Côté puis à Mme McDonald. Parfait, bien, merci beaucoup. C'est très apprécié d'être ici avec vous aujourd'hui. Donc, je vais commencer par partager mon écran. C'est bon, est-ce que vous voyez mon diapo? Oui. Parfait. Alors, ben, comme M. Brassard l'a mentionné, on va vous présenter aujourd'hui des résultats de recherche de notre projet là, qui est presque terminé sur les hommes en situation d'itinérance. D'ailleurs, on a déposé là, durant l'été notre rapport de recherche qui est disponible sur le site du FQRST. Et aujourd'hui, en fait, on va se concentrer sur un des enjeux en fait, de ce rapport-là, de ce projet de recherche-là. Donc, toute la question du passage à l'itinérance chez les hommes. Puis comme le titre le mentionne, on a pris en fait l'angle de la complexité en fait de cette réalité pour essayer de un peu éclaircir certains enjeux, certains facteurs en fait de fragilisation du passage à l'itinérance. Alors, ben, le plan de la présentation, vous voyez, là, on va diviser notre présentation là, en 4 temps différents. Je vais commencer là, par une brève mise en contexte en fait du projet. On va commencer dans un premier temps par toute la question en fait là, des objectifs qui ont guidé là, notre projet, mais plus spécifiquement les objectifs de la présentation d'aujourd'hui avec quelques mots sur le cadre conceptuel. Donc, c'est quoi les grands concepts clés théoriques qui ont guidé, en fait, notre réflexion? Puis vous allez voir, c'est un peu là, transversal, finalement, à l'ensemble des résultats qu'on a captés. Et quelques mots aussi sur la méthodologie, juste pour vous donner un aperçu de ce qu'on est allé consulter. Le gros de la présentation, c'est la deuxième partie, donc les résultats. Puis comme j'ai un peu annoncé, on va mettre beaucoup de l'avant la complexité de l'itinérance à travers différents facteurs de fragilisation. Puis vous allez voir, là, on essaie de organiser visuellement, en fait, ces facteurs de fragilisation avec l'image un peu d'une toile, en fait, là, un peu d'une toile d'araignée où là, les différents facteurs sont un peu interconnectés. Le dernier bout, donc, les pistes d'intervention, Sue-Ann va vous présenter là, certains éléments, en fait, qui ont ressorti de nos consultations. Et je vais terminer à la fin par quelques petits éléments là, clés, les éléments à retenir pour la fin de la présentation. Alors, ben, comme vous voyez, là, en fait, là, la première diapo que je veux vous présenter, c'est la grandeur de l'équipe de recherche. Là, donc, plusieurs personnes qui ont été mobilisées dans ce projet, plusieurs co-chercheurs universitaires, mais aussi des partenaires de milieux de pratique, en fait, qui ont été impliqués là, dès le départ, en fait, du projet. Puis on avait aussi mis en place un comité consultatif qui nous a suivis tout au long du projet avec des hommes experts de vécu qui ont pu vraiment orienter, donner leur regard, leur point de vue. Ils ont même agi dans certains cas là, comme analystes là, de certaines thématiques qu'on a abordées, qui continuent d'être impliqués. Là, on fait différentes activités de diffusion là, dernièrement. Là, et certains de ces hommes-là, en fait, participent avec nous à différentes activités. Mise en contexte. Donc, c'est un projet qui s'inscrit dans un programme d'action concertée. Donc, le programme sur la pauvreté et l'exclusion sociale du FQRST. C'est un projet qui a commencé en 2020, qui s'est
qui se répartit en fait sur 3 années. Là, on a comme 1 année et demie, je dirais, là, d'années d'extension, entre autres en lien avec la COVID, mais aussi pour faire des activités de diffusion que je vous ai présentées tantôt. C'est un projet au départ, en fait, la commande, si on veut, au départ, était beaucoup articulée autour des trajectoires de vie avec la question des facteurs de risque, en fait, du passage à l'itinérance. Nous, on est parti un peu de ça pour proposer euh, une façon peut-être un peu différente, avec un angle un peu différent pour capter cette commande, en fait, dans le domaine de subvention initiale, avec une démarche clairement participative et qualitative. Et l'idée, en fait, de départ qu'on s'est donnée, c'est d'essayer de documenter, en fait, la pluralité des réalités d'itinérance chez les hommes pour un peu, en fait, essayer d'aller au-delà, de pas de briser un peu, peut-être, l'image typique, la figure typique, en fait, de la conception de l'itinérance, qui est, somme toute, souvent orientée vers la réalité des hommes, mais plus que ça aussi, même la représentation, souvent, des hommes en situation d'itinérance, elle est souvent très homogène dans l'espace public, mais aussi dans certaines politiques sociales, dans certains milieux de pratique. C'est souvent celle qui est associée, par exemple, au beau ou au clochard. Donc, on peut penser, par exemple, à l'image de l'homme avec une barbe couché sur un banc de parc avec une bouteille d'alcool, qui est souvent la représentation typique, en fait, de l'itinérance chez les hommes. L'idée de départ qu'on a, en fait, c'est de se dire, ben oui, évidemment, cette représentation-là, elle est présente. Elle fait partie du portrait, en fait, de l'itinérance chez les hommes, mais elle n'est pas la seule. Il y a probablement d'autres représentations, surtout dans un contexte actuel au niveau de la recherche où les travaux nous mettent de plus en plus, en fait, en évidence la diversification, finalement, des visages, des réalités de l'itinérance, de façon générale. On peut penser aux femmes, aux jeunes LGBTQ+, mais aussi cette diversification-là des réalités chez les hommes eux-mêmes aussi. Donc, il y a vraiment cette idée-là d'aller un peu plus loin pour aller tirer profit, en fait, des différents profils de réalité chez les hommes en situation d'étudiants. L'objectif, finalement, ultime, c'était de documenter cette pluralité de réalités pour essayer de donner des outils pour essayer de voir un peu autrement comment on peut penser la prévention et l'intervention auprès de ce groupe plus spécifique. Comme j'ai mentionné tantôt, notre présentation aujourd'hui se concentre vraiment sur les points tournants du passage à l'itinérance pour essayer de comprendre comment les hommes finalement arrivent à ce contexte de vie particulier qui est celui de l'itinérance, puis de vous donner certains outils d'intervention ou certaines réflexions plus globales pour repenser les pistes d'intervention. Euh, Quelques mots sur notre cadre conceptuel. Je ne vais pas aller trop loin là-dessus, mais je veux quand même asseoir certains de ces concepts-là parce que vous allez voir, ça a guidé en fait notre réflexion. Puis vous allez voir que je vais faire ça de façon très simplifiée. Là, on s'entend, il y a des cours complets sur chacune de ces notions-là. Mais les deux notions qui nous ont guidés, c'est vraiment celle de l'exclusion sociale avec les outils théoriques de la masculinité hégémonique. Si je rentre un peu dans le concept d'exclusion sociale, c'est probablement un terme avec lequel vous êtes familière. Là. C'est une notion qui percole assez bien là, au Québec depuis un certain temps. C'est une notion qui provient en fait des travaux dans les années 70 là, en France. On peut penser à Robert Castel, Serge Pogam qui ont travaillé sur ces notions-là. L'idée derrière, c'est qu'on comprend en fait que l'exclusion sociale, c'est nécessairement un terme qui est polysémique. Donc, il y a plusieurs significations, plusieurs sens en fait qui est accolés à cette notion-là théorique. Mais quand même, somme toute, on peut tirer en fait de façon plus large, plus globale sur ce terme-là pour comprendre que principalement, ça renvoie à l'idée de processus. C'est des processus en fait qui vont faire passer des personnes d'une situation d'inclusion, d'insertion, d'intégration, peu importe comment on va appeler cette réalité, à son contraire, qui est celle de l'exclusion sociale. Grosso modo, l'exclusion sociale, c'est tous les processus en fait de mise à la marge, de mise à l'écart finalement des individus, des personnes, un peu comme à l'écart de notre société, en fait, ou des processus d'intégration sociale. L'autre élément clé aussi de cette notion d'exclusion, c'est l'idée de processus dynamique. Fait que quand on parle d'exclusion, on n'est pas en train ici de décrire l'état des personnes. C'est pas un état fixe. C'est plutôt l'idée que c'est dynamique. Ça va changer, ça va évoluer. C'est beaucoup marqué par des allers-retours. Dans certains contextes, on peut se retrouver marginalisé. Dans d'autres contextes, on va se retrouver plus intégré socialement. Ça va dépendre aussi beaucoup
de nos trajectoires de vie, du contexte dans lequel on se retrouve, de l'histoire des personnes. Puis il y a aussi, ben là, ce qui est peu marqué, mais c'est que ça renvoie aussi à des enjeux structurels, en fait, des mécanismes, en fait. Et c'est là le dernier point. Cette notion-là, elle est vraiment intéressante parce qu'elle nous permet de rendre compte et de saisir, finalement, d'appréhender l'exclusion à l'aune, en fait, des mécanismes de rupture sociale qui renvoient d'un côté à des enjeux plus symboliques. On peut penser au processus de stigmatisation, le fait que de se retrouver dans un processus d'exclusion sociale, ça vient affecter nos repères identitaires, la façon qu'on se définit, qu'on se perçoit, qu'on se voit. Mais c'est aussi marqué par des ruptures sociales. C'est marqué par le fait qu'on va perdre certains contacts avec des personnes, avec des institutions, et qu'on se retrouve comme ça de plus en plus écarté de nos mécanismes d'intégration sociale. Fait que ça devient drôlement intéressant pour le projet de s'intéresser finalement à ces mécanismes de rupture sociale pour saisir le phénomène de l'exclusion sociale. Et l'autre concept que j'ai parlé, c'est celui de la masculinité hégémonique qui provient vraiment là, des travaux là, de Connell dans les années 90 avec une perspective clairement féministe pour comprendre en fait les rapports de genre, mais à partir de l'angle en fait euh, des configurations diversifiées en fait des différentes formes de masculinité. Et son concept de masculinité hégémonique est vraiment fort intéressant. Ça renvoie en fait à des configurations de pratiques de genre qui viennent légitimer en fait le système patriarcal dans lequel on se retrouve, dans la mesure où ça va avoir tendance à placer en fait les hommes dans des situations de domination dans notre société et positionner les femmes dans une perspective de subordination. Fait que ça, c'est le concept de masculinité hégémonique qui est un peu comme l'archétype, si on veut, de façon très grossière, là, de la masculinité traditionnelle. Mais en même temps, ce que ça montre, c'est que ça incarne en fait des rapports de genre constants en fait dans notre société, des rapports de pouvoir entre les hommes et les femmes, des rapports de pouvoir entre la façon dont on conçoit la masculinité et qu'on conçoit la féminité et toute la fluidité là entre les deux ces deux conceptions-là, et aussi les rapports de pouvoir entre les hommes eux-mêmes. Et c'est probablement cet élément-là qui est particulièrement intéressant pour notre projet, de voir aussi que les hommes sont constamment en train d'avoir des rapports de force et des rapports de pouvoir à l'aune, en fait, de cette représentation traditionnelle qui est celle de masculinité hégémonique, auquel les hommes tentent, les hommes en situation d'itinérance, tentent constamment de s'y référer. Vous allez voir, en fait, qu'il y a plein de liens à faire tout au long de la présentation. Donc voilà, on combine un peu ces deux conceptions théoriques-là pour orienter de la lecture des données qu'on va faire. Quelques mots assez rapides sur la méthodologie. Donc, c'est un projet de recherche qualitatif. Dans un premier temps, on a mis en place des groupes de discussion. Donc, on est allé à la rencontre des intervenants et intervenantes, des directions, des coordinations d'organismes liés de plus ou moins proches à l'allocation de l'itinérance dans différentes régions au Québec. Ça nous a permis de rencontrer, en fait, 59 participants, participantes au total, à l'intérieur de à peu près 19 groupes de discussion. Puis l'idée, en fait, c'est de leur poser des questions, là, clairement sur c'est quoi votre conception de l'itinérance chez les hommes, c'est quoi les points de bascule vers l'itinérance, quel genre de personnes, quel genre d'hommes vous voyez dans vos services, c'est quoi les lacunes des services que vous êtes capable de voir, puis bon, ce serait quoi les pistes d'intervention que vous proposez. On a réalisé aussi des entrevues individuelles avec des hommes en situation d'itinérance ou qui ont vécu une situation d'itinérance. On a rencontré au total 44 hommes, et vous voyez là pour une moyenne d'âge d'à peu près 43 ans, avec en bas là, de la diapo, là, vous avez un peu les différents profils qu'on a rencontrés. Fait des profils assez diversifiés, donc des hommes issus de l'immigration, des hommes autochtones, des hommes francophones, des hommes aussi anglophones, des hommes issus de la diversité sexuelle et pluralité de genre, et aussi bon, une dizaine d'hommes là, qui ont rapporté là, des incapacités physiques. Fait que ça nous donne quand même un portrait assez intéressant pour capter, puis vous allez voir, là, pour capter en fait ces différents enjeux plus spécifiques là, à la pluralité des réalités. OK, bon, je regarde le temps, ça fonctionne, c'est bon. La partie des résultats. Donc, ce qu'on a capté en fait comme résultat principal, c'est cette idée de complexité du passage à l'itinérance, puis ça, d'entrée de jeu là, dans les différentes méthodes qu'on a mis en place, c'était clair, c'était là, c'était présent.
Même dans certains moments donnés, ça devenait très difficile d'identifier des points spécifiques, en fait, qui amenaient les hommes à se retrouver en situation d'itinérance. Donc, on a vraiment travaillé à partir d'une conceptualisation pour appréhender, en fait, pour comprendre, pour saisir, en fait, cette complexité de l'itinérance. Et c'est là qu'on est arrivé avec l'idée, en fait, de toile, je ne sais pas trop comment le nommer, là, une toile d'araignée, là, mais dans le sens qu'il y a des liens entre l'ensemble des facteurs de fragilisation qu'on a captés. Puis ces liens-là sont constants. Fait que quand les hommes nous parlaient, par exemple, de certains facteurs individuels, on va en parler plus loin, mais facteurs individuels, ça résonnait constamment avec l'ensemble des autres facteurs de fragilisation. Ça serait faux de penser qu'il y a juste un seul point tournant ou un seul point de bascule qui vient expliquer en fait le passage à l'itinérance. C'est cette toile-là qui est constamment la mobilité. On a identifié, en fait, ou structuré, là, si on veut, là, les différents éléments autour de 5 facteurs de fragilisation. Donc, structurels, territoriaux, institutionnels, interpersonnels et individuels. On va les regarder aujourd'hui là, de façon évidemment un peu séparée ou si on veut un peu en silo, là, mais l'idée, c'est qu'ils sont en interaction constamment. Il y a un enchâssement là, entre ces différents facteurs-là de façon très complète. Au niveau des facteurs structurels, je dirais que le premier enjeu qui a beaucoup émergé et avec beaucoup d'amplitude, beaucoup de force, en fait, là, chez l'ensemble des participantes qu'on a rencontrés, c'est cette idée de perte d'emploi, en fait, comme un facteur vraiment déterminant là, du passage à l'itinérance, qui prenait différentes formes. Là. Souvent, ce qui a été mentionné, c'est bon, la consommation de substances peut être un des moteurs, en fait, de cette perte d'emploi. Les hommes qui consomment, puis que tranquillement, qui arrivent en retard au travail, commence à manquer une journée ici et là. Des fois, même la qualité du travail produit commence à laisser à désirer. Puis là, les employeurs ne comprennent pas. Puis là, oups, ça peut mener, par exemple, à un congédiement. Ou l'autre état de figure qui a été beaucoup constaté, c'est des pertes d'emploi de façon plus subite. On peut penser à des fermetures d'usines. Sans que ce soit nécessairement prévu, oups, là, les hommes se retrouvent à devoir composer avec une situation où ils n'ont pas de revenus. Fait que la perte d'emploi, c'était hautement associé à une précarisation socio-économique, là. Donc, dans la mesure où, ben, sans emploi, pas de revenus pour payer le loyer, pas d'argent pour payer une hypothèque, les biens de subsistance, là, etc. Puis ça entraîne des fois un endettement qui s'alourdit de plus en plus. Et oups, le logement devient souvent plus une option. Là, puis les propriétaires, par exemple, peuvent mettre à la porte les hommes. Et évidemment que la perte d'emploi est associée à l'enjeu de précarisation socio-économique, mais ce qui est peut-être aussi intéressant, puis que les hommes qu'on a rencontrés ont beaucoup mis de l'avant, c'est que la perte d'emploi, c'est aussi une perte de dignité. Donc, c'est ce sentiment-là, puis je pense que Christian l'explique bien dans la citation, là, ce sentiment d'inutilité, de ne pas se sentir, en fait, de contribuer socialement, l'idée même de vivre au crochet de la société. Fait que la perte d'emploi, c'est hautement symbolique. Et ça résonne vraiment avec la masculinité hégémonique où on a tendance, en fait, à mettre beaucoup l'emphase sur les hommes et sur les rôles sociaux accordés à la masculinité comme ceux de pourvoyeurs et de travailleurs. Et là, ces hommes-là, en fait, n'arrivent pas à correspondre à ces rôles-là. Ça va générer, en fait, un sentiment de subordination, un sentiment d'infériorité qui peut se traduire par un sentiment de perte de dignité. L'autre élément aussi assez intéressant dans les facteurs structurels, c'est toute la question des différentes formes de violence identitaire et des différentes formes de discrimination auprès de certains groupes spécifiques d'hommes. Beaucoup des hommes, en fait, au statut minorisé. On peut penser ici, entre autres, aux hommes trans, les hommes en situation de handicap, les hommes issus d'immigration, les hommes racisés, qui sont confrontés, en fait, à différentes formes de violence dans leur parcours. Certains hommes ont parlé d'expériences d'intimidation, par exemple, dès l'école. Ça avait créé en fait certains traumas, certaines pertes aussi. Des fois, dans certains cas, c'est l'idée de vouloir arrêter l'école parce que c'était trop difficile en fait de se trouver à l'école. Ça peut se traduire aussi par l'exclusion de certains services. Certains hommes trans, par exemple, qu'on a rencontrés, nous ont dit que c'était extrêmement difficile en fait pour eux d'avoir accès à différentes formes de services. Pas juste des ressources d'hébergement, mais ça peut être différents services dans le système de santé actuel où, par exemple, leur identité de genre était peu comprise, peu tenue en considération dans les services offerts. Puis il y a toute la question du profilage, le profilage des propriétaires, le profilage des employeurs, qui peut mettre vraiment un frein là, à l'accès au logement, mais à des emplois. Là, je pense entre autres à un des hommes qu'on a rencontré
qui était issu d'immigration, qui disait que s'est ramassé ici au Québec, puis c'était vraiment difficile, en fait, d'avoir accès à un permis de travail. Il n'avait pas son permis de travail, il n'avait pas accès à même un permis de conduire. Donc, lui, il est arrivé ici avec l'idée qu'il allait avoir une nouvelle vie, puis il se retrouvait, en fait, exclu, en fait, des processus d'intégration, des mécanismes d'intégration sociale. Et nous, quand on l'a rencontré, il était dans une ressource d'hébergement parce qu'il n'y avait pas de place demeurée, il n'arrivait pas à se louer un logement. La même chose aussi pour un homme trans qu'on a rencontré qui disait qu'il avait été embauché là, à un moment donné. Ça se passait assez bien jusqu'à temps que son employeur réalise que c'était pas un homme cisgenre, c'était un homme trans. Et là, l'employeur l'a rencontré en disant, mais là, je comprends pas, c'est une job de gars. Fait que ça fit pas, ça marche pas. Puis finalement, ben, pas longtemps après, il a été congédié. Puis s'est retrouvé là, à essayer de composer avec cette situation-là avec peu de revenus, etc. Fait que différentes formes de facteurs structurels vraiment qui traversent le parcours de différents hommes. L'autre facteur important, c'est tous les facteurs territoriaux. Euh, qui peut se traduire de différentes façons. Mais un des enjeux qu'on a capté, c'est les déménagements, les déplacements constants des hommes à travers leur trajectoire de vie qui vient fragiliser aussi leur parcours. On peut penser à toute la question là, la difficulté, en fait, d'avoir accès à des logements. Je pense que c'est criant en ce moment. C'était criant il y a 3 ans qu'on a fait l'étude, mais on le voit à l'heure actuelle comment cet enjeu-là de pénurie de logements abordables, de qualité, est extrêmement criant. C'est ça que les jeunes disaient, en fait, c'est qu'ils font face constamment à la difficulté d'avoir accès. Donc, ils sont obligés, à chaque fois, de se déplacer, des fois un peu plus loin des centres-villes, des fois changer complètement de région. Puis à chaque fois, ça amène aussi un déracinement de leur réseau social. Ça, c'est sans compter puis la pression policière qui peut être exercée là, constamment auprès de certains hommes qui les poussent à se retrouver là, à l'extérieur en fait, de certains quartiers peut-être plus intéressants, des quartiers plus centre-ville, par exemple, dans différentes régions. Puis il y a toute l'idée aussi là, de mouvance entre les régions selon la disponibilité ou justement le contraire, la non-disponibilité ou le manque de ressources spécialisées pour certaines populations. J'en ai parlé tantôt là, pour les hommes trans, mais ce qui a beaucoup émergé en fait sur les hommes de la diversité sexuelle et pluralité de genre, c'est que les hommes, en fait, même avant la réalité de l'itinérance, des fois certains hommes vont consulter des services, puis ils vont se faire référer, par exemple, à Montréal. Puis certains hommes, en fait, disent, ben, c'est des jeunes hommes, par exemple, déménagent, viennent vivre à Montréal pour avoir accès à certains de ces services-là. Mais il y a toute une complexité derrière l'accès à ces services, qu'il n'y en a pas tant nécessairement, donc il y a toute la complexité d'avoir accès à des logements. Fait que souvent, ces hommes-là se faisaient comme déplacer souvent sous forme de référence vers Montréal, entre autres. Puis ben, ça venait juste amener une certaine précarité supplémentaire. Sans tenir compte, c'est ça mon deuxième point ici, c'est le peu de ressources dédiées à l'itinérance de façon générale. Là, on sait comment certaines régions au Québec manquent cruellement de ressources de façon générale, je dirais, sur le phénomène de l'itinérance, puis comment les hommes sont amenés à se déplacer là, pour avoir accès à ces services. Au niveau des facteurs institutionnels, ici, ça renvoie à plusieurs enjeux, notamment toutes les expériences multiples de sentiments d'injustice, d'impression de vivre beaucoup de stigmatisation, de jugement à l'intérieur des institutions, qui peut devenir vraiment un frein, en fait, là, aux hommes à aller vers les services. On le voit là ici, là, les hommes qu'on a rencontrés ont fait des passages multiples, diversifiés au sein de différentes institutions. On peut penser, là, il y a plusieurs hommes qu'on a rencontrés qui ont fait un passage, par exemple, par les centres jeunesse. Après ça, sont retrouvés à la fin des centres jeunesse, dans les services, par exemple, de réhabilitation, dans les centres hospitaliers, des centres carcéraux. Donc, il y avait comme de multiples passages, de multiples séjours au sein de ces différentes institutions-là. Souvent, ce qui est ressorti comme témoignage, comme discours, c'est une vision quand même, malgré tout, assez négative, beaucoup par le, le manque de bienveillance ou en tout cas l'impression d'être jugé négativement constamment à l'intérieur de ces services-là, pour différentes raisons, pour différentes réalités, peut-être un manque de compréhension aussi des réalités des hommes euh, en processus d'exclusion sociale. Puis il y a toute la question aussi du manque d'accompagnement. Donc, plusieurs hommes nous ont dit, par exemple, à la fin des centres jeunesse, se retrouver euh, à l'extérieur des centres jeunesse, mais un peu comme mis à la porte des centres jeunesse. Évidemment, c'est pas ça, là, le processus, mais c'est l'impression d'avoir été délaissé, en fait, par les centres jeunesse, sans réel accompagnement. Un peu la même chose a été vécue sur
sur la fin des centres carcéraux, là, des hommes qui ont l'impression de juste se faire donner même pas un billet d'autobus, d'être juste comme jetés à la porte, puis ben, de s'arranger un peu par eux-mêmes. Donc, ils ont vraiment ce sentiment-là de ne pas être suffisamment accompagnés dans une trajectoire de service. Ça, en fait, ça génère évidemment beaucoup de méfiance, beaucoup de rancune même. Les hommes, tu sais, on parlait avec beaucoup de force, en fait, de ce système social, là, je dirais très, très général, mais c'est aussi les institutions, c'est aussi les services, c'est aussi le réseau de la santé, avec l'impression que ce système social les a laissés tomber, mais constamment, c'est à multiples reprises. C'est l'impression d'être abandonné, finalement, par un système social ou une société, en fait, qui n'a pas su, en fait, leur accorder une place suffisante. Fait que cette méfiance-là, en fait, vient justifier le refus de certains hommes d'aller vers les services. La peur de rejouer, en fait, certains stigmas, certaines stigmatisations à l'intérieur des différents services. L'autre élément aussi important, ben, c'est la peur de se montrer vulnérable, de se montrer dépendant. Donc, cette tentative constante de dire, ben, j'irai pas vers les services, je vais me débrouiller par moi-même, je vais faire preuve d'autonomie, je vais être fort. Donc, ce refus des services, c'est aussi de pas vouloir se montrer justement vulnérable. Ça résonne exactement avec la masculinité hégémonique, là, cette tentative, en fait, constante de vouloir correspondre, en fait, à l'homme fort, l'homme autonome, en fait, malgré le fait que ces hommes-là peuvent se retrouver des fois dans des moments de vulnérabilité qui auraient besoin peut-être de soutien. D'autres éléments sur les facteurs institutionnels, c'est toute la question de l'inadaptation de certains services à la complexité de l'itinérance. Ça a été mentionné, là, ben, ça c'est assez documenté, mais l'organisation en silo, là, des différents services qui fait que les hommes ben, ont l'impression d'être barouettés d'une place à l'autre sans nécessairement une continuité puis une organisation constante globale en fait des services. L'autre enjeu peut-être important qui a été beaucoup mentionné, c'est la complexité des démarches administratives. Donc là, ça a été nommé ça par les hommes, mais aussi par les intervenants et intervenantes, en disant, ben, ça demande en fait plein de démarches très, très difficiles, ardues, d'avoir accès à de l'aide sociale, d'avoir accès à sa carte d'assurance maladie, à son j'ai perdu mon permis de conduire, comment je fais pour le revoir, ça demande un paquet de papiers, de démarches, dans un contexte où les intervenants et intervenantes le disent, les hommes sont déjà très méfiants, sont déjà très réfractaires en fait à utiliser les services. Fait que si on ajoute cette complexité-là, on vient de les perdre. On n'arrivera pas en fait à les maintenir dans nos services. Fait que les intervenants et intervenantes doivent composer en fait de leur côté avec cette complexité-là administrative. Ça, c'est sans tenir compte le dernier picot ici, là, qui est la tension entre, d'une part, des interventions qui sont plus dans une approche infantilisante, rigide, un peu paternaliste certaines fois, où là, on veut comme prendre soin des hommes, par exemple, mais qui devient à la limite étouffant. Puis de l'autre côté, des approches qui sont plus dans une logique d'autonomie. Il faut que tu fasses tes preuves. Tu veux rester ici, ben là, faut que tu démènes, faut que tu montres en fait que tu es capable. Cette tension-là, en fait, là, les hommes disent que c'est très complexe à gérer parce que ben, c'est pas toujours si clair. C'est pas dichotomique, là. Tu sais, cette idée de faire des preuves, ben, il faut qu'elle soit soutenue par des moyens et des ressources pour être capable, en fait, de faire preuve d'autonomie. Le temps passe vite. Facteur interpersonnel, ce qui a beaucoup émergé, en fait, c'est la perte ou les pertes de liens sociaux de différentes façons. Les difficultés familiales, donc des hommes, en fait, qui se retrouvent là, propulsés à la rue par leur famille, qui est plus capable de composer avec différentes réalités, ou des jeunes hommes, ou des hommes, en fait, qui me disaient que quand ils étaient adolescents, par exemple, qui ont fugué, en fait, de leur milieu familial parce que c'était extrêmement lourd, toxique, violent, en fait, qui avaient besoin, en fait, de se retirer de ce milieu familial difficile. Puis, en fait, ce retrait, en fait, du milieu familial, ben, ça propulse, en fait, rapidement là, les hommes dans un contexte d'itinérance. L'autre élément aussi peut-être fort, c'est la question des ruptures amoureuses, des ruptures conjugales, qui a été quand même pas mal abordée, notamment chez les hommes. Ce qui est assez marquant, c'est, oui, tu sais, les ruptures conjugales, je pense, entre autres, dans les relations hétérosexuelles, ça a été beaucoup mentionné par les hommes hétérosexuels. Ces ruptures conjugales-là, c'est associé, entre autres, à la détresse, c'est associé à de la souffrance, mais c'est aussi associé à une perte de levier administratif. C'est-à-dire que souvent, c'était les conjointes, en fait, qui s'occupaient de toutes les tâches administratives, des tâches domestiques, payer des comptes, par exemple, de payer des comptes, de s'occuper de faire du lavage,
aller faire l'épicerie, donc toute la composante de charge émotionnelle, charge mentale. Là, les hommes se retrouvent du jour au lendemain à dealer avec leur souffrance, plus des tâches avec lesquelles ils n'ont pas été habilités ou peu habitués, en fait, à produire dans un contexte aussi patriarcal qui renforce, en fait, ce mode de fonctionnement. La même chose pour la question des décès des personnes significatives, c'est la souffrance, mais c'est aussi une composante de vulnérabilité émotionnelle avec lesquelles les hommes ont souvent, c'est ce qu'ils nous ont dit, là, qu'ils avaient souvent peu l'opportunité, en fait, de plonger, en fait, dans leur univers un peu émotionnel. Puis là, ben, ces pertes de liens-là, ça vient ouvrir, en fait, une boîte de Pandore avec lesquelles sont souvent peu outillés. Comment on fait pour composer avec toutes ces émotions, en fait, de souffrance, de détresse qui sont en train de vivre. D'autres éléments aussi peut-être intéressants sur les facteurs impersonnels, c'est toute la question du milieu criminel. J'en ai un peu parlé tantôt sur la question des prisons, là, mais ça a beaucoup émergé, ça, quand même, de certains hommes, en fait, qui ont des parcours, là, des carrières, si on veut, là, associées à la criminalité. Donc, des hommes qui disaient que déjà, enfants de jeunesse, ils avaient déjà été exposés à la criminalité, qui ont même appris la criminalité à travers les autres jeunes enfants de jeunesse. Une fois sortis de ces centres de jeunesse-là, ben, ils se retournent vers ce qu'ils ont appris. Donc, la criminalité, c'est une des portes de sortie-là, qui est vue souvent comme un milieu de soutien, d'entraide, mais ça l'amène aussi toute une complexité sur la judiciarisation, la criminalisation. Et là, ben, c'est des séjours, par exemple, en prison, dossiers judiciaires. Et là, ça l'amène une complexité à se trouver des emplois. Les employeurs vont faire du profilage, vont regarder les dossiers, on ne peut pas donner cet emploi-là. Même chose pour les logements. Fait que puis en plus de cette discrimination-là, il y a toute la honte aussi à retourner vers sa famille, avoir l'impression d'avoir pris vécu certaines situations en fait qui est associée à une certaine stigmatisation sociale. Donc ça l'amène en fait, somme toute, beaucoup d'isolement chez les hommes, malgré en fait l'impression au point de départ qui était soutenue en fait par une organisation. Là. Je pense que les hommes nous ont dit, c'est qu'à un moment donné, cette organisation-là les laisse tomber, puis se retrouvent souvent très seuls, très isolés, puis ça les amène entre autres à faire un passage vers les Au niveau des facteurs individuels, c'est probablement ce qu'on connaît peut-être le plus là, en fait, sur la question de l'itinérance chez les hommes. Je vais y aller assez rondement, mais c'est les défis multiples de santé. On pense entre autres santé mentale, santé physique, situation de handicap, euh, multiples façons là, qui peuvent s'entrecroiser. Ce qui est peut-être assez intéressant ici, qui a été mis beaucoup de l'avant en fait chez les hommes, c'est comment euh, ces défis de santé en fait vont venir affecter les autres facteurs de fragilisation. Tu sais, je pense entre autres à les pertes d'emploi. Comment ces enjeux de santé, en fait, deviennent souvent un moteur aussi pour venir perdre leur emploi et les amener, en fait, à vivre l'itinérance. Ou le contraire, c'est les pertes d'emploi qui peuvent générer, en fait, des défis de santé. Je pense à des défis de santé mentale, parce qu'il y a vraiment des recoupements, en fait, ici avec les facteurs individuels, notamment les enjeux liés à la santé. La même chose pour la dépendance aux substances ou aux jeux, comment tout ça est souvent très, très interrelié. Ça devient souvent des, des facteurs qui viennent amplifier finalement le processus d'exclusion sociale qui a déjà été entamé. Je pense entre autres à la consommation de substances. Là. Ça a été beaucoup mis de l'avant ça, chez les hommes qu'on a rencontrés en disant que dans certains cas, ça vient amplifier en fait leur comportement d'agressivité, d'impulsivité, soit par manque de substances ou au contraire, peut-être certains types de consommation, certains types de substances viennent amplifier ces comportements-là. Mais ces comportements-là sont souvent vus comme étant très négatifs, puis ça peut devenir des motifs en fait d'exclusion de certains services. Là, les hommes se retrouvent pris à être barrés, là, si on veut, de certains services en raison de comportements inadaptés comme l'agressivité, l'impulsivité, la violence, et qui sont souvent amplifiés par la consommation de substances, qui est peut-être elle-même générée par d'autres défis et d'autres facteurs de fragilisation là, en amont. Fait que voilà pour la toile, en fait, là, facteur de fragilisation. Je laisserai la parole à Swan pour nous parler des pistes d'intervention. Merci, Philippe Benoît. Alors, moi, je vais prendre une dizaine de minutes pour essayer de mettre le doigt sur différentes pistes d'intervention qui se dégagent des résultats que Philippe Benoît vient de nous présenter avec beaucoup d'éloquence. Donc, voilà. Donc, dans ce projet-là, ce qui s'est dégagé, c'est vraiment 3 formes ou regroupements de pistes d'intervention quant à la relation d'aide, aux enjeux systémiques organisationnels, puis aux enjeux aussi structurels
que Philippe Benoit avait nommés, mais on va aller les regarder un peu un par un. On peut aller à la prochaine diapo. J'essaie de faire vite, on a beaucoup de notes entre nous, là, alors j'essaie de mettre le doigt sur les éléments les plus importants. Donc, le premier bloc porte vraiment sur l'importance de l'accompagnement et nourrir un lien de confiance pour justement favoriser cette idée de réaffiliation sociale et institutionnelle. Là, comme Philippe Benoit avait nommé, souvent on était face aux enjeux où les hommes étaient souvent dans des situations de non-recours, dans le sens qu'ils n'iraient pas vers des services nécessairement. Là, j'ai perdu ma diapo, désolé, voilà. Alors, comment est-ce que justement on peut favoriser cette idée d'accompagnement, puis créer des espaces informels de partage entre hommes et intervenants pour favoriser le développement d'un lien de confiance. Donc, de vraiment l'idée de mettre de l'avant des approches humaines et personnalisées pour justement tisser ces liens de confiance-là et favoriser autant que possible des relations vraiment axées sur l'égalité, empreintes d'humanité. Favoriser aussi des liens, évidemment, sans jugement et non stigmatisants, tels que Philippe Benoit avait nommé. Donc, parce que c'est vrai que, surtout avec le cadre théorique qu'on a mobilisé puis qu'on a vu dans cette recherche-là, ben les hommes souvent avaient un peu incarné ces idées-là de masculinité hégémonique, comme quoi c'est difficile de demander pour de l'aide, de se montrer vulnérable aussi. Et aussi à cause de différentes expériences, situations de vie que Philippe Benoit avait nommées, passage à l'institution, où souvent on était devant des interventions des fois atteintes à la dignité de la personne ou qui portaient beaucoup de jugement. Donc, on avait aussi entendu que c'était important de ne pas se sentir comme un numéro, que c'est important en fait, de ressentir la valeur ou se sentir validé, valorisé dans ses besoins. Oui, peut-être aller un peu plus vite. Désolée, il faut que je parle vite. Et puis, Philippe Benoit avait aussi nommé comment est-ce qu'on peut justement renforcer les transitions à la sortie des établissements, des institutions, penser à ces passerelles-là, parce que souvent, les hommes étaient un peu laissés à eux-mêmes. Donc, cette idée de l'accompagnement, mais dans les transitions, était super important et c'est beaucoup ressorti. Donc, évidemment, comme on dit en intervention, respecter le rythme des personnes, mais surtout des hommes ici, c'était vraiment ressorti comme un élément important. OK, prochaine diapo, merci. Donc, dans cette idée de créer des espaces informels et de proximité, bien, c'est beaucoup la question d'aller vers les hommes, parce que souvent les hommes ne vont pas vers les services. Donc, il faut aller où les hommes se trouvent et se retrouvent. Donc, cette idée de proximité, d'aller vers. Par exemple, il y avait des bonnes pratiques quand même qui est mise de l'avant, comme favoriser le travail de rue, les équipes de proximité, pour justement être présent dans la vie des hommes où ils se retrouvent et pour combler ces ruptures de services aussi. Donc, il y avait aussi l'idée de rassembler plusieurs services sous un même toit, que souvent ça fonctionnait très bien, et de mettre de l'avant vraiment des approches globales et diversifiées qui permettent de rejoindre une population variée d'hommes en situation d'itinérance. Donc, ces ressources souvent se retrouvent comme des points de repère pour les hommes. Donc, ça peut être comme la porte d'entrée sur différentes problématiques, différents besoins, différentes situations telles que Philippe Benoit avait nommé. Et surtout de favoriser des interventions basées sur l'empowerment pour favoriser l'autonomie et la réappropriation du pouvoir d'agir dans les décisions qui les concernent. Donc, cette idée d'avoir des approches globales, des services flexibles et disponibles en temps et lieu pour les hommes, et de garder un peu les portes ouvertes dans ce sens-là, parce que parfois, ça prend plus de temps pour les hommes de s'exprimer quant à leurs besoins et des fois, on est à la découverte de plusieurs besoins qui existent en même temps. Donc, de garder toutes les portes ouvertes, puis la flexibilité, en fait, des services aussi. L'importance de la liberté dans cette optique-là est vraiment ressortie aussi parce que souvent, c'était nommé comme un motif de non-recours au service. Ce qui est ressorti, c'est que souvent, les hommes ne voulaient pas
se faire dire quoi faire par les services. Donc, autant que possible, d'être dans ce partage de pouvoir-là, de laisser la place et la liberté pour justement encourager l'empowerment puis le pouvoir d'agir de la personne. Je pense qu'on peut continuer, mais Philippe Benoît, si jamais tu vois des oublis de ma part, tu peux intervenir. L'autre question, ce sont les questions plutôt organisationnelles ou systémiques des services. Donc, comment améliorer l'accessibilité des services pour rejoindre la pluralité des hommes en situation d'itinérance. Donc, simplifier, ce qui est ressorti beaucoup, c'est de simplifier les procédures administratives au sein de différents services pour favoriser l'accessibilité, mettre en place des règlements inclusifs qui permettent d'accueillir l'ensemble des réalités chez les hommes, comme des services à bas seuil ou des fois on dit à haute acceptabilité aussi. Donc, favoriser la création de ces formes de services-là pour justement s'attarder aux enjeux que Philippe Benoît a nommés sur être barré de différents services, mais comment est-ce qu'on peut justement, plus dans l'assouplissement, puis dans la loi verte, puis l'accessibilité pour les hommes, pour éviter justement des situations de non-recours ou de non-vouloir aller vers ces services-là. Aussi, le fait de réduire les délais d'attente pour accéder aux services, c'est aussi beaucoup nommé. Donc, d'offrir un accès plus rapide aux services parce qu'il y a vraiment des délais trop longs qui nuisent à l'accessibilité. Et puis, c'est ça. Ça, c'est une autre raison, en fait, pour le non-recours parce que les gens sont souvent tannés d'attendre pour recevoir des services. Donc, ils trouvent d'autres solutions. La question de collaboration et de concertation avec les milieux d'intervention pour faciliter la continuité des services pour les hommes. Vraiment, cette idée d'avoir une meilleure collaboration et concertation entre les différents milieux d'intervention est ressortie pour créer ou recréer un genre de filet autour des hommes. Souvent, on le sait bien, là, les services sont un peu... l'offre de services est souvent un peu en silo. Et comment est-ce qu'on pourrait mieux travailler ensemble pour justement cette idée d'offrir des services sous un toit ou au moins d'avoir un accompagnement personnalisé vers d'autres services pour justement combler en fait les trous qui existent entre les services à cause de la manque de coordination. Donc, avoir cette idée de meilleure transition entre les services, surtout ce qui était nommé pour les centres jeunesse et les milieux carcéraux qui sont comme des exemples. Aussi maintenir, je vois le temps filer, il faut que j'accélère un petit peu, maintenir les services centrés sur les besoins de subsistance des hommes. Donc, ce qu'on a aussi vu dans cette recherche-là, c'est que les hommes connaissent et fréquentent des organismes avec des missions diversifiées, mais qui répondent souvent à des besoins de base. Donc, c'est vraiment, comme je disais tantôt, comme un point de repère pour aller chercher d'autres services. Donc, il faut, dans cette idée d'aller vers, il faut utiliser ça comme des points de départ, là, des points de contact, parce que c'est clair que des hommes vont aller vers des services pour justement satisfaire les besoins de base. Là. Et comment est-ce que cela peut être des leviers pour aller créer des liens de confiance, puis aller faire de l'accompagnement social aussi vers d'autres services possiblement. On peut continuer. Merci. Donc, en termes des enjeux plus structurels, donc, on le sait très bien en itinérance, hein, vraiment la logique d'action ou d'intervention est beaucoup centrée sur l'urgence. Mais comment est-ce qu'on peut renverser ces tendances-là plus dans la prévention, l'itinérance et rompre avec ce paradigme-là d'urgence? Donc, de travailler sur les autres enjeux macro plus structurels que Philippe Benoît avait nommés, comme travailler sur le logement, l'emploi et la pauvreté. Donc, comment est-ce qu'on peut travailler dans une optique de prévention pour justement arrêter d'essayer d'atteindre les feux, puis être dans des situations d'itinérance assez extrêmes. Donc, les éléments qui étaient nommés par les intervenants et aussi par les hommes, c'était pour bonifier, disons, des offres de logement abordables afin de prévenir l'instabilité résidentielle, améliorer le marché de l'employabilité afin de prévenir les pertes d'emploi telles que Philippe Benoît avait nommé. Alors, et bonifier en fait tout ce qui est l'offre de services pour prévenir l'appauvrissement des différentes situations.
Donc, et dernièrement, sur un ton plus sur je dirais, les normes sociales plus dominantes ou les enjeux aussi de discrimination et de stigmatisation, comment est-ce qu'on peut lutter contre les normes de la masculinité hégémonique afin de favoriser la prise de parole et le recours au service. Donc, comment est-ce qu'on peut justement lutter contre un peu ces normes de masculinité qui amènent les hommes souvent à se débrouiller seuls, qui sont aussi, qui ne laissent pas en fait la question de vulnérabilité ressortir, donc qui n'encouragent pas nommer ses besoins ou aller vers les services pour répondre à ses besoins. Donc, comment en fait la masculinité hégémonique devient un peu un cercle vicieux d'échecs que les hommes vivent parce que ça vient renforcer des logiques qu'il faut être fort, il faut pas montrer sa vulnérabilité, donc on réclame pas de l'aide en fait, puis on va pas vers des services. Donc, comment est-ce qu'on peut aussi lutter contre peut-être ces idéologies plus dominantes dans la société pour que les hommes, pour qu'on puisse répondre aux besoins des hommes, puis et aussi à la pluralité aussi des expériences puis des situations de vie dans ce sens-là de besoin. Je peux passer la parole à Philippe Benoît qui va, c'est ça, faire un petit résumé des éléments clés et de conclusion. Merci. Super, merci Swan. Je vais faire ça rapidement pour laisser de la place un peu peut-être pour les échanges, les discussions, mais juste quelques points là, peut-être à retenir. Ça revient à ce qu'on a mentionné en fait. Là, je pense que cette étude en fait nous montre, c'est qu'il faut aller vraiment au-delà des enjeux individuels. C'était un peu ça peut-être le défi aussi, c'est qu'en intervention, je pense que c'est comme intervenante, on est confronté en fait principalement à ces enjeux individuels. Mais il faut essayer d'aller au-delà pour capter en fait, de comprendre, de saisir comment tout ça en fait se déploie de façon peut-être des fois un peu cachée, pas toujours bien nommé en fait par les hommes, mais comment tout ça en fait est beaucoup plus complexe puis qui renvoie en fait à de multiples facteurs de fragilisation, notamment les facteurs de fragilisation structurelle, institutionnelle, interpersonnelle. Puis, comme j'ai mentionné aussi, il faut tenir compte aussi que c'est cette complexité-là de facteurs de fragilisation, mais ça entraîne évidemment des conséquences purement matérielles, là, comme la précarité socio-économique, c'est la résultante en fait de ces différents facteurs de fragilisation-là. Mais aussi, c'est une composante symbolique en fait qui n'est pas écartée. Puis ça, je pense qu'on peut la capter de différentes façons, mais notamment, je pense, à travers la masculinité hégémonique, comment justement, ça, elle l'a bien décrit, là, mais comment on construit socialement la masculinité à l'heure actuelle, puis que ça crée en fait des rapports de subordination, des rapports de domination entre les hommes. Puis ça vient participer à ce processus d'exclusion sociale chez certains hommes qui vivent en fait des facteurs de fragilisation importants. Ça nous amène aussi, je pense, à travailler plus globalement, peut-être dans des stratégies peut-être de prévention, comme ça a été mentionné, mais de travailler en fait, d'identifier justement ces facteurs de fragilisation-là comme des mécanismes sur lesquels on peut peut-être intervenir. Donc, je viens de parler du rapport de genre, mais ça peut être aussi les barrières institutionnelles, de comprendre en fait comment on génère, sans même s'en rendre compte, un refus de service de la part des hommes, qui essaie peut-être de revoir la façon dont on accueille les hommes, la façon dont on va mettre en place des services pour tisser ce lien de confiance. Puis mon dernier point avant d'arrêter de parler, mais de tenir compte aussi de la pluralité des réalités, des profils. L'itinérance chez les hommes, ce n'est pas que des hommes blancs, hétérosexuels, cisgenres. Il y a toute une panoplie, en fait, de profils. Puis on constate, en fait, à travers cette étude, que les hommes, en fait, au statut minorisé, sont exposés à ces facteurs de fragilisation comme on retrouve chez l'ensemble des hommes, mais de façon plus précise, sont exposés en plus à des enjeux de stress minoritaire spécifiques qui vont produire la discrimination spécifique à ces groupes d'hommes-là, qui vont vivre en fait davantage le processus d'exclusion sociale, qui participent encore plus là, à leur situation d'itinérance. C'est important de tenir compte de cette pluralité de réalités. Voilà, ça serait la conclusion de l'histoire. Ben, merci beaucoup, M. Côté et Mme McDonald, pour cette belle présentation fort intéressante. Il y a déjà 2 questions qui ont été adressées là, dans la zone de clavardage. Peut-être plus une également aussi. Il y a des applaudissements qu'on voit à l'écran, qui apparaissent à l'écran, donc on vous les adresse. Si vous voulez poser des questions, gens de la salle, vous pouvez lever la main, puis on va vous céder la parole avec le micro. À tout le moins, on pourrait déjà vous adresser là
Les deux questions qui sont dans la zone de clavardage. Donc, Isabelle Lauzon qui pose au niveau des facteurs structurels, lorsque vous avez abordé cet aspect-là de la fragilisation des hommes qui mènent vers l'itinérance. Vous avez parlé de la perte d'emploi versus la consommation, puis Mme Lauzon pose la question, est-ce que c'est l'œuf ou la poule, là, dans le sens que c'est la perte d'emploi ou la consommation qui prime sur l'un ou l'autre, là? Exact. En fait, il y en a pas d'explication très claire, très nette. Il n'y a pas de profil de linéaire derrière tout ça. Vraiment, ça joue souvent ensemble. Dans certains cas, c'est la perte d'emploi qui mène à la consommation de substances. Dans d'autres cas, c'est la consommation de substances qui peut mener, en fait, à les pertes d'emploi. Dans certains cas, c'est partout. C'est dans le sens que la consommation de substances est peut-être déjà là. Ça amène une perte d'emploi, ça vient amplifier la consommation de substances, qui vient générer encore plus de dettes, d'endettement, etc. Donc, c'est comme un cercle vicieux qui peut s'installer. Mais du moins, ce qui était clair, en fait, c'est que la consommation de substances a un rôle, est interrelié, en fait, avec cette situation de perte d'emploi. Puis ça nous fait dire, en fait, que faut intervenir à un moment donné avec ces deux réalités-là. Est-ce qu'il faut travailler avant sur la conso ou après à la perte d'emploi? Ça va dépendre des situations, mais c'est en lien. C'est clairement en lien, en fait, dans les résultats qu'on a identifiés. Deuxième question, c'est lorsque vous avez abordé là, par rapport à l'orientation sexuelle, là, qu'est-ce que vous entendez par homme trans? Parce que des fois, encore une fois, au niveau des facteurs structurels, là, donc il y a Caroline qui pose cette question-là. Ouais, ça, je vois la question de Caroline. Donc, ça va me permettre de clarifier c'est quoi la réalité, en fait, des hommes trans. Ici, hommes trans, en fait, c'est vraiment vu comme étant des personnes qui ont été assignées à la naissance comme femmes et qui s'identifient, en fait, comme hommes. Donc, leur identité de genre est construite autour de la réalité homme. Puis on le voit, en fait, là. Moi, j'ai d'autres projets de recherche sur les jeunes, avec Swan d'ailleurs, d'autres projets de recherche sur les jeunes trans non-binaires en situation d'itinérance. Puis on le voit comment cette réalité-là, elle est criante en ce moment, notamment dans les ressources d'hébergement, mais pas exclusivement. Puis comment c'est des personnes en fait qui se retrouvent exclues pour différentes raisons d'accessibilité, différentes raisons de construction en fait de nos ressources et de nos services, puis pas juste de nos ressources d'hébergement. On peut faire ça très très large, même on le voit là toute l'actualité en ce moment qui tourne autour de ces questions-là, puis comment même la conception même de nos écoles, comment on conçoit tout ça, mais de base, il faut se dire que faut travailler dans une logique d'inclusion. Puis si on est en train de mettre des marqueurs, ben là, on exclut certaines populations. C'est souvent ces populations-là marginalisées, particulièrement là, les personnes trans, les personnes non-binaires, la diversité sexuelle qui vont souffrir en fait des mécanismes d'exclusion. Donc, il faut travailler plutôt dans une logique peut-être d'inclusion avec cette population-là. Il n'y a pas d'autres questions qui apparaissent dans la zone de chat, donc je ne sais pas s'il y a des personnes qui voudraient prendre le micro, adresser des questions sur la présentation de M. Côté et de Mme McDonald. Il y a Mme Myriam. Oui, en fait, je me posais un peu la question parce que on entend souvent là, qu'il y a un manque de ressources là, pour les hommes. Est-ce que ce manque de ressources-là spécialisées a été ressenti comme étant justement un facteur là, qui vient justement précipiter peut-être un peu là, l'arrivée dans l'itinérance des personnes qui rencontrent justement des difficultés? Euh, c'est ressorti, je dirais, avec des nuances. En fait, ce qu'on a constaté, nous, en fait, sur la question de l'itinérance, c'est que peut-être en amont, en fait, peut-être qu'il peut y avoir un certain manque de services en amont, mais sur la réalité, en fait, même de l'itinérance, une fois que les hommes se retrouvent en situation d'itinérance, la grande majorité, en fait, des services sont organisés autour de la réalité des hommes, en fait, des hommes, même plus spécifiquement, je dirais des hommes blancs, hétéros, cisgenres, etc. Fait qu'il n'y a pas un manque de services, en fait, pour les hommes, notamment en contexte de l'itinérance. Ce qu'on se rend compte plutôt, c'est un manque de services peut-être à la diversité et la pluralité des réalités. Donc, de sortir, en fait, de notre créneau que c'est uniquement, en fait, des hommes blancs hétérosexuels qui se retrouvent dans des cycles d'exclusion sociale, qui se retrouvent, en fait, en situation d'itinérance. Ça, je pense, en fait, ça permet de brasser des cartes. Là, quand je parle de ça, ça peut être simplement de dire, peut-être qu'il faut mettre des services. Et là, je vois Jean-Yves Desgagnés, qui parle, entre autres, du classisme, la répression institutionnelle. Donc, de mettre des mécanismes, en fait, qui permettent
de capter cette diversité-là pour justement pas se retrouver exclus des services. Par exemple, les hommes en situation de handicap, comment ça se fait qu'on n'a pas comme des mécanismes beaucoup plus intégrés en fait dans nos différents services pour travailler en fait avec ces personnes, avec ces hommes de façon spécifique sur cet enjeu-là? Même chose, tantôt je parlais des hommes trans, là, mais ça peut être l'ensemble en fait des catégories de statut minorisé en fait chez les hommes. Fait que je dirais oui et non, il y a plein de bémols derrière ça. Tu sais, le groupe majoritaire dominant, je pense que ce qu'on nous on a capté, c'est assez bien représenté. Évidemment, il va toujours avoir des lacunes là, à certaines places, certaines régions. Il peut y avoir des manques de clients de certaines ressources, par exemple d'hébergement. Mais de façon générale, le portrait qu'on a est beaucoup plus nuancé en disant, mais faut aller chercher peut-être des spécificités en fait sur certaines réalités en fait chez les hommes. Oui, c'est ça. Je pensais justement peut-être aux ressources en amont, tu sais, avant que les gens arrivent à la situation d'itinérance, effectivement. Et merci, c'est super intéressant. Ouais, parfait. Donc, M. Desgagnés, je vous cède la parole. Ah, votre micro est fermé. Bravo encore, hein? Vraiment très intéressant comme recherche qui rejoint, là, qui confirme, en tout cas, qui renforce certains des résultats de ma thèse de doctorat d'une autre recherche que j'ai faite en milieu rural. D'ailleurs, j'ai mis les références là, dans le chat, là. Et ce que je voulais ajouter, dans le fond, c'est, je vais revenir sur la dimension institutionnelle. Et moi, je parle de répression institutionnelle. Tu sais, dans le cadre de ma thèse, ce que j'ai constaté, dans le fond, c'est que nos systèmes de sécurité sociale, tu sais, nos politiques sociales sont genrées. OK? Et je regarde bien qu'au niveau de l'aide sociale, par exemple, alors, on a des pratiques, dans le fond, qui sont genrées, qui font en sorte que dans ce système-là de l'aide sociale, un homme, par exemple, qui ne travaille pas, c'est anormal. Il ne correspond pas, dans le fond, hein, au modèle de la masculinité hégémonique. Donc, il faut le réprimer, cet homme-là. Et on le réprime de quelle façon? En donnant des prestations qui sont au minimum. Hein, on a réduit de 40% en 20 ans le niveau de prestation des personnes seules à l'aide sociale. Et dans ce groupe-là, on retrouve majoritairement des hommes. Et moi, pour moi, c'est de la répression institutionnelle. Et c'est un système, dans le fond, qui est devenu un système, dans le fond, qui produit de l'itinérance. Et ça, je pense que, quand on dit qu'il faut agir en amont, et je pense que le système d'aide sociale au Québec est devenu une fabrique à itinérance. Et ça, je pense qu'il faut le dire et le répéter parce qu'il va en avoir de plus en plus si on n'agit pas à ce niveau-là. C'est pas seulement là qu'il faut agir, mais il faut vraiment là, donc sortir un peu du genrisme dans le fonctionnement de nos institutions publiques et de nos politiques sociales. C'était ça que je voulais ajouter dans la suite des choses. Voilà. Oui, ben, tu sais, je peux réagir. Effectivement, nous, en fait, ce qu'on a capté, c'est que les institutions, en fait, reproduisent, en fait, cette masculinité hégémonique constamment, en fait. C'est, par exemple, l'idée de dire, ben, à la fin de votre période, là, de votre séjour en prison, là, ben, t'es capable de te débrouiller tout seul, tu sais. T'es capable de te débrouiller tout seul parce que t'es un homme, t'es autonome. Donc, ça manque, en fait, clairement, d'accompagnement. Puis c'est un peu ça aussi, tantôt, ce que Suzanne proposait, puis ce qu'on proposait dans nos pistes d'intervention, là, c'est peut-être de casser, en fait, cette vision, en fait, traditionnelle de la masculinité. Puis nous, ce que les hommes nous ont dit, là, qu'ils souhaitent avoir comme service, c'est des services bienveillants, c'est des services humains, c'est des services sensibles, en fait, c'est qui cassent un peu l'idée que les hommes, faut jouer, là, avec eux autres, pour leur faire des activités sportives. Je suis pas en train de dire que c'est pas correct, là, c'est une bonne stratégie dans certains cas, mais de sortir, en fait, des carcans, des stéréotypes de genre. C'est ça que les hommes nous ont dit. Nous, ce qu'on veut, c'est du monde qui nous parle gentiment, qui nous écoutent, qui nous reconnaissent comme personnes, qui sont pas en train de juste vouloir écouter une game de hockey avec nous autres, parce que ça m'intéresse même pas d'une game de hockey, mais de sortir, en fait, de certains carcans. Puis, ça, c'est assez quand même intéressant, je trouve, tu sais, qui nous montre, en fait, que nos institutions, puis notre société, en fait, on est pris, en fait, dans ces stéréotypes de genre. Puis en fait, c'est la reproduction, en fait, du système patriarcal, de la masculinité hégémonique qui est vraiment incarnée dans nos différents services. Merci, M. Côté. Donc, Isabelle Lauson. Oui, j'aimerais aller dans les gros préjugés stéréotypes et je suis très fière de le présenter. Je suis travailleuse sociale dans la méchante ville de Montréal et qui a tous les méchants services pour les personnes itinérantes, etc. Et j'ai dans mon bureau un homme dans la cinquantaine, hétérosexuel, sans enfant, qui est à risque de se retrouver dans la rue.
J'ai un mandat de, oui, faire des petits bouts de chemin, mais je pense que clairement, il y aurait une référence à faire pour bien l'accompagner, pour faire un poste de petit ménage que je vais faire avec lui, pour l'aider. Est-ce qu'il y a une idée de référence ou des idées de partenariat que je pourrais créer avec le gros réseau auquel que j'appartiens et un petit bout communautaire? C'est une question que vous me posez. Effectivement, il y a plein de références que vous pouvez faire. Il y en existe tout plein, en fait, là, d'organismes. Je dirais taguer itinérance, mais itinérance plus large. Ça dépend sur quoi vous voulez travailler avec cet homme. Est-ce que c'est la question de l'employabilité? Est-ce que c'est la question des ressources d'hébergement? Il y a plusieurs stratégies. Et tout ça. Il existe des bottins, en fait. Là, vous pouvez aller consulter, entre autres, le RAPSIM, qui va vous donner, en fait, plein de points de référence, en fait, que vous allez pouvoir essayer de mettre en place. Puis, tu sais, mais je veux pas donner l'impression aussi qu'à Montréal, c'est la grosse méchante ville, et non plus que les hommes hétérosexuels blancs, je suis un homme hétérosexuel, c'est genre. Non, mais c'est juste que ma situation est très stéréotypée. C'est juste ça que je voulais dire. C'est mon cas à moi, mais c'est pas le cas de tout le monde. C'est ma situation, tout à fait. Tout à fait. Puis, en même temps, à Montréal, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font, en fait. Mais il faut reconnaître qu'on a encore certaines lacunes. Je pense que j'essaie de mettre le doigt, en fait, sur certaines lacunes, en fait, sur certaines figures, en fait, qu'on laisse de côté. Mais ça n'enlève absolument rien à tout le travail de façon exemplaire là, qui est exercé là, partout au Québec, là, puis pas juste à Montréal, là, partout au Québec sur la question des itinérance. Madame Lauzon, je vais vous envoyer un petit courriel tantôt dans lequel vous allez avoir mes coordonnées. Donc, moi, je travaille au regroupement des organismes pour hommes de l'île de Montréal. Donc, en fonction de la situation de la personne là, que vous avez ou que vous aurez dans votre bureau, vous pourrez m'en parler. Puis après ça, moi, je pourrais vous orienter vers des ressources là, qui pourraient accompagner cette personne-là. Donc, vous allez recevoir mon courriel là, d'ici 14 heures tantôt. Merveilleux. Ça a valu la peine que je pose ma question. Super. Merci, M. Brassard, M. Côté aussi. C'est bon. Il n'y a pas d'autres questions, sauf qu'il y a beaucoup de commentaires qui disent merci, c'est vraiment intéressant, là, et tout ça. Donc, on apprécie vraiment cette présentation-là. Comme je le disais tantôt en début de présentation, on va vous envoyer là, le document de présentation aussi, mais le rapport qui a été produit là, pour le ministère, notamment le ministère de la Santé, le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, donc qui contient tout l'ensemble des données, donc qui est fort intéressant, qui est quand même volumineux, mais qui est fort intéressant quand même aussi. Donc, vous allez les recevoir là, avec les autres documents qu'on va vous faire parvenir. Un petit mot pour vous dire aussi qu'on fait relâche là, en novembre au niveau des conférences médias en santé bien-être des hommes pour laisser place là, au colloque régional montréalais en santé bien-être des hommes qui a lieu le 16 octobre. Donc, surveillez nos communications. Peut-être que vous le savez déjà, mais c'est possible de s'inscrire présentement à ce colloque-là. Il n'y a pas d'autres questions, je crois.